on a au rez-de-chaussée des commerces, en dessus on a des bureaux et les gens qui vivent au troisième étage. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir cette mixité dans tous les édifices, évidemment, mais d'avoir très proches les uns des autres, ces différents usages deviennent de plus en plus importants. Il ne suffit pas, autrement dit, d'avoir la grande densité si ce n'est pas intéressant. C'est comment on rend la ville dense qui est très important. Et ça, c'est un quartier qui se crée près de chez moi, à Toronto, qui s'appelle City Place, avec une densité incroyable. Mais quand on est sur le coin de rue, c'est extrêmement moche. C'est pas intéressant. On a une banque, on a un petit centre d'alimentation, on peut acheter des sous-marins, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et il faut travailler pour faire non seulement des collections de condominiums, mais pour faire de véritables quartiers qui possèdent toutes les qualités dont on parle. Et ça demande un effort, ça ne se fait pas en soi. Ça, c'est un exemple en banlieue, à Mississauga, à l'ouest de Toronto, avec la maire Hazel McCallion, qui est toujours maire après 35 ans, je pense. Elle a 92 ans peut-être, on ne sait pas trop. Mais après avoir créé une ville de 700 000 personnes, typiquement type banlieue, elle est maintenant en train de bâtir sur cette ville une autre ville qui est une ville qui va être dense, qui va être mixte, qui va posséder d'autres qualités. Et je travaille avec la maire, avec le service d'urbanisme, et ce qui est le plus intéressant, avec 5 promoteurs, y compris ceux qui possèdent ce grand centre d'achat régional, Square One. Et ensemble, ces 5 promoteurs se sont mis la tâche de créer un petit quartier urbain d'une vingtaine d'îlots, avec des commerces sur rue, avec ce genre de mixité, avec un collège qui fait partie, Sheridan College, qui est très connu, une bibliothèque, l'hôtel de ville, centre des arts et de la culture, tout ça dans le mélange qui va arriver dans ce quartier, et la plus grande mixité possible, au fait. Il y a des erreurs qui nous permettent de corriger les défauts qu'on a créés intérieurement, surtout pour le logement social, où dans le temps, on entassait tous les gens plus pauvres dans des énormes ensembles isolés du reste de la population. Et ça, c'est le projet de Regent Park à Toronto, et il y a des projets semblables à Montréal, tels Benny Farm et autres, où on va conserver le même nombre d'unités de logement social et d'unités abordables, mais on va ajouter 100% plus d'unités sur le marché privé pour créer un quartier mixte. Donc j'insiste beaucoup sur cet aspect social. Il ne faut pas que ces quartiers ne soient que pour les gens aisés, mais qu'on ait vraiment ce mélange social. Et dans nos villes canadiennes, on a ce que moi je considère un atout considérable, c'est l'immigration. Il y a une richesse énorme qui est apportée dans nos villes et dans notre pays et pour notre économie par de nouveaux arrivés. Et comment faire place pour les gens qui apportent des perspectives différentes, des entreprises qui deviennent dans beaucoup de cas très importants pour le pays, comment encourager, accueillir ce genre de mixité. Ça se fait à la fois dans les villes, ça c'est Kensington Market à Toronto, et ça se fait dans les banlieues, dans ces petits centres d'achat qui se transforment avec des types d'entreprises qu'on n'avait jamais vus et qui deviennent par la suite très importants. Donc c'est un élément auquel il faut faire très attention.
la qualité de vie, on en parle beaucoup, est un atout considérable. C'est l'atout qui attire l'investissement. Et le fait que nous disons ça, ce n'est pas étonnant, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est les économistes, les gens qui travaillent dans l'immobilier, qui parlent beaucoup maintenant de qualité de vie. Et la qualité de vie se forme au fait de tous ces éléments, de la richesse du domaine public, de la possibilité, des possibilités qu'offre ce domaine public aux gens. Et comment augmenter au maximum cette qualité de vie. Accès à l'eau, que ce soit la mer, que ce soit les rivières, que ce soit un canal, est de plus en plus important. Et j'ai travaillé sur énormément de dossiers autour des années qui traitent de cet accès qui change la ville complètement, qui change l'expérience de la ville. Ça, c'est le nouveau Brooklyn Park, où j'ai travaillé avec mon collègue Michael Van Valkenburg, qui s'ouvre en phase maintenant sur le East River, près du bas de Manhattan, de l'autre côté, qui, pour Brooklyn, qui a 3,5 d'habitants et qui avait très peu d'espace sur les bords de cette, qui est quasiment une ville qui fait partie de New York, ça fait un changement incroyable, la possibilité des gens d'avoir accès aux espaces où ils ne pouvaient jamais, où ils n'avaient jamais auparavant la possibilité d'utiliser ces espaces. Ce pont que j'adore à Toronto sur la rivière Humber et bien sûr Chicago, qui est l'exemple clé depuis le dernier siècle. L'espace public est vraiment, je ne peux pas trop insister, c'est ça qui rend possible la vie en communauté. C'est là où nous nous rencontrons et il faut, quand on travaille sur ces projets, aller de l'avant, non pas par la suite, mais aller de l'avant avec la création des espaces publics pour montrer l'image, pour montrer un peu le caractère de ces quartiers et qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et ça, il y a quelques exemples du front maritime de Toronto, y compris l'exemple de Sugar Beach, qui est fait par un paysagiste Cormier, Claude Cormier, qui est très connu, qui est vraiment formidable. Le fait qu'on peut être à la plage, dans le port de Toronto même, un dimanche, avec son journal, avec son café, c'est vraiment quelque chose de spécial qui a totalement transformé la perception du quartier. Et ces espaces publics, ça c'est Sugar Beach de Cormier, ça c'est Sherbourne Common. Ces deux espaces existent déjà, bien qu'on n'ait pas encore construit tout ce bâti qui vient. Mais le fait d'avoir ces espaces publics à l'avance, c'est ça qui a attiré les promoteurs et non seulement les a attirés, mais les a encouragés à faire des projets extrêmement extrovertis qui utilisent, qui profitent de ces espaces publics avec une certaine générosité. Bon. Avec tout ça en tête, je vais maintenant parler un peu de qu'est-ce que ça veut dire pour Griffintown et la problématique qui a été posée, quelles sont les conditions que vous pouvez mettre en place pour bénéficier autant que possible de cette transformation et quels sont les choix à faire vis-à-vis des conditions spécifiques de Griffintown, sa localisation, ses attributs qui sont nombreux, son génie du lieu et ses liens avec ses quartiers limitrophes. Et vous avez déjà vu cette image. Un avantage incroyable, c'est que vous avez l'intérêt du secteur privé pour investir dans ce quartier. Et ce n'est pas toutes les villes ou tous les quartiers qui ont cet avantage. Et il y a énormément de choses qui se passent simultanément. J'ai tiré quelques exemples de l'Internet. Je ne sais pas si ce sont les bons ou les meilleurs,
mais de toute façon, il y en avait beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, le grand défi, c'est de considérer non pas ces projets isolés les uns des autres, mais de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand ces notes isolées font de la musique ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut avoir une musique agréable, si je peux utiliser cette métaphore, pour faire quelque chose, pour faire un repas qui va être délicieux avec ces éléments-là. J'ai noté quelques enjeux que, bon, c'est à peu près évident, mais il s'agit de voir l'ensemble au-delà des projets en motion. Quatrième dimension, et vous avez, j'ai noté une vingtaine de projets, 700 unités d'habitation, 150 000 mètres carrés de commercial ou de bureaux qui sont en cours. Comment sauvegarder le patrimoine tout en ajoutant de nouveaux? Comment forger les liens à l'intérieur et avec l'extérieur du quartier? Comment favoriser par tous les moyens le déplacement autre que par l'automobile? Comment maîtriser la forme urbaine avec des gabarits qui encadrent l'espace public à l'échelle humaine? Comment pousser au maximum la mixité, les synergies, avant tout les fonctions, des aspects sociaux, des entreprises? Comment augmenter et améliorer le domaine public, animer les trottoirs et les places? Comment conserver une marge de flexibilité quand on va créer un plan directeur, non pas essayer de prédire tout à l'avance, mais de préserver une marge de flexibilité pour permettre l'évolution et ce qui est très important, le feedback. Quand on fait des expériences au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on peut en apprendre et comment on peut continuer à adapter le cadre réglementaire. Et avant tout, ce que vous faites aujourd'hui et avec les audiences que vous allez avoir, comment engager le grand public dans ce processus de transformation. Et voilà quelques exemples un peu plus précis de transformation. Je vous ai déjà parlé du projet de Cambridge et maintenant pour le montrer en plus de détails, ça c'est le campus de MIT. C'était une ancienne zone industrielle à peu près de la même envergure que Griffintown, East Cambridge, qui est en train de se transformer. Et le projet dont je vous ai parlé se situe ici, près de la rivière Charles. Mon promoteur a acheté un terrain de 10 acres, qui était une ancienne usine de gasification. Et quand on a commencé à travailler ce projet, où quelqu'un d'autre aurait mis peut-être un parc scientifique, on a tout de suite cherché quels étaient les atouts, quelles étaient les conditions spécifiques à cette parcelle de terrain. Et on a trouvé qu'il y avait un bout de canal qui, dans le temps, menait au centre de Cambridge et dont il ne restait que cette petite partie qui donnait accès à la rivière. On a découvert aussi qu'à côté de Kendall Square, qui est très important, qui est une station de métro, il y avait une possibilité de créer un carrefour qui permettait aux gens d'avoir un autre moyen d'éviter ces bretelles d'autoroute sur le bord de la rivière qui avait engorgé le pont et pour permettre aux gens d'avoir accès au bord de l'eau et au quartier. Donc, utiliser notre projet pour atteindre des buts au-delà du projet, au niveau public, mais qui avait des avantages évidents étant donné la perspective du promoteur pour créer un vrai quartier. Or, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé notre terrain en 6 îlots avec 2 places. On a donné effectivement pas mal de terrain au public, mais on a créé sur les îlots qui restaient du bâti assez dense, et sur ces 10 îlots, il y a